Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais vous remercier de votre fidélité, vous remercier de vos suggestions et vous dire que nous allons passer un moment un peu intense, probablement plein d'émotions puisque nous recevons une guerrière, quelqu'un à qui il faudra rendre hommage parce que son combat en faveur des enfants est un combat fantastique et nous tenons d'abord à lui dire bonsoir. Bonsoir, Madame de Vassoigne. Bonsoir, Monsieur Marajo. Je rappelle que votre prénom, c'est Viviane, à ne pas confondre avec celui de votre sœur, Yolène, qui, elle aussi, a mené un combat fantastique pour les droits des enfants et surtout pour les droits humains, tout simplement. Alors, Madame de Vassoigne, on est là pour parler de vous, d'abord, et puis de votre combat. À la fois pour vous rendre hommage et puis aussi pour protéger les enfants. Alors vous savez que je mène un combat au quotidien pour protéger les gosses et dans ce pays c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une espèce de chape de plomb, on se demande pourquoi, qui pèse sur toutes les exactions dont ils sont victimes. Alors j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'omerta. Et vous avez lutté pendant des années, des décennies, et ça vous a valu beaucoup, je dirais, de coups bas. Vous avez été victime de discrimination, vous avez été licencié, c'est tout juste si on ne vous a pas battu pour que vous vous taisiez. Pourquoi il y a une chape de plomb aussi énorme dans ce pays sur le sort réservé aux enfants ? Bon, il faut dire que ce sujet-là dérange beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et j'ai remarqué que quand un enfant parle, il n'est pas écouté de la même manière selon peut-être ses origines sociales. Et raciales. Voilà. Sa parole n'a pas la même valeur que la parole d'un autre. Quand vous dites que ça dérange beaucoup de personnes, on entend peut-être dire que ça dérange tout le système. Parce que, bon, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a une violence contre les enfants dans les institutions, on va en parler de manière précise. Il y a une violence envers les enfants chez les religions, dans les institutions religieuses. Il y a une violence envers les enfants dans les écoles, puisque même dans l'éducation nationale, on voit bien qu'il y a des problématiques majeures, y compris dans les institutions qui s'occupent des enfants handicapés. Alors, racontez-nous votre expérience au Morne Rouge. Bon, au Morne Rouge, il y a un événement qui m'a quand même très marqué. Ça se passe en 93. C'est pas si loin que ça. Voilà. Ça fait 30 ans, à peu près. Nous étions 10 enseignants, 25 personnes en tout. Sur les 20, nous avions 10 enseignants. Et l'établissement dans lequel vous étiez, allons le rappeler, parce qu'il existe encore. Oui. C'est un institut médico-éducatif, ce qu'on appelle un IME. Et ce type d'établissement, parce que c'est comme une école en fait. Hein. Oui, pour les enfants. On reçoit les enfants. Les enfants. Alors, chez nous, on avait des enfants déficients intellectuels, des enfants psychotiques, des enfants trisomiques, enfin, différents types de handicaps. Et chez les enfants déficients intellectuels, il y avait des déficiences légères, moyennes et lourdes, très profondes. Donc, voilà. Alors, notre directeur, c'était M. Jean Ravoteur, et il fait une réunion du personnel le jour pour nous apprendre que lors d'un groupe de parole avec le psychologue sur le thème du secret, ce n'est pas anodin, il y a une fille qui a décidé de parler. Et quand elle a dévoilé son secret, une deuxième a dit oui, moi aussi, enfin bref, il se trouve qu'il y avait 6 filles qui dénonçaient un collègue enseignant. Dites-nous quelle était la teneur de ces secrets, parce que 6 secrets... C'était des attouchements sexuels, soit à la piscine du Carbet, soit... Enfin, selon les dires... Ce sont des mineurs en plus. Oui, déficientes. Ouais.
donc en état de faiblesse. De faiblesse, oui. Bon. Et puis, c'était des lieux différents. Et là, tout de suite, bon, le collègue en question n'a pas réagi. Et tout de suite, j'ai vu un collègue se lever pour lui dire « Eh, aujourd'hui, un avocat, mon cas, il criait. » Enfin, vraiment, c'est-à-dire, il a trouvé des défenseurs. Il a trouvé des défenseurs. Et notre directeur a donc interpellé, enfin, la gendarmerie a quand même signalé le cas à la gendarmerie. Et les gendarmes ont souhaité entendre les filles. Mais là où ça se corse, on a commencé à avoir des dérives. C'est-à-dire que des filles mineures étaient conduites à la gendarmerie par des membres de l'institution, alors que les parents n'étaient pas au courant. Je vous donne 30 secondes pour remettre votre boucle d'oreille. Ah, monsieur, je ne sais pas si je vais arriver en 30 secondes. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si. Voilà. Je sais que vous avez cette dextérité. Je vais faire moins de mouvements. Donc, je disais que des filles ont été conduites à la gendarmerie du Morne-Rouge. Pour témoigner. Jusqu'à ce que... Moi, je n'étais même pas au courant de ça. Et puis, il y a une assistante maternelle qui avait en charge une jeune qui a débarqué en faisant un scandale en disant « Comment nous ne sommes pas au courant ?» etc. On m'a confié une jeune. Alors, j'ai commencé à avoir des dérives. Et puis, finalement, bon, il fallait prendre des mesures. Donc, mon directeur étant un homme intègre à ce niveau-là, il a dit, bon, mesures conservatoires, il est écarté de l'établissement pour l'instant, etc., etc. Et finalement, on l'a écarté pendant 1 an. Mais pendant cette année-là, les filles continuent à parler et je continue à avoir de nouvelles révélations. Et de nouvelles victimes. De nouvelles révélations, surtout. Alors je me dis, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas être en foncé partage à l'extérieur et puis ne rien faire pour protéger des gamines. Sur vos engagements associatifs. Voilà. Donc, il y a un petit groupe de femmes, d'éducatrices. Nous étions exactement 6. Enfin, j'étais la seule enseignante parmi les 10. Il y avait peut-être 4 éducatrices et puis mon chef de service, qui est une femme aussi, a résisté avec les filles. Et ça vous a valu? Et là, très concrètement, qu'est-ce qui est remonté? C'était qu'elles avaient monté un complot et qu'elles mentaient. On ne les croyait pas, quoi. On ne les croyait pas. Elles mentaient, c'était un grand complot. Alors, à force de chercher dans ce domaine-là et de trouver, on a bien l'impression que, et ça, vous allez nous donner votre opinion là-dessus, que chaque fois qu'il y a des lieux, des institutions où on met des enfants fragiles, des orphelins, on va aborder ça tout à l'heure, des enfants en situation de handicap, des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les élever, il y a des prédateurs de manière systématique. Et vous, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Oui, mais ce qu'il faut vous dire, parce que la suite est importante, donc le collègue a été écarté et on le fait revenir. Quand les enfants l'ont vu, il y a une fille qui m'a dit de toutes les façons qu'elle ne va plus rester dans cet établissement, qu'elle fait sa mère l'enlever. Et il y avait une stagiaire dans ma classe ce jour-là. Donc je lui dis, je vais faire quelques photocopies, reste avec mes élèves. Et quand je reviens, je vois que les élèves sont en train de lui parler de collègues. Alors moi, je reste tranquillement dans mon coin et je dis à la stagiaire après, mais comment elles ont été amenées à te parler de ça, de ce problème? Ah non, j'ai simplement vu un monsieur passer dans la cour et je leur ai demandé c'est qui. D'accord, et c'était le collègue en question. Et c'est parti. Ouais. Alors, et comme j'ai eu d'autres révélations, j'ai écrit au président de l'association quand même et je lui ai dit que je lui ai repris les témoignages de toutes les filles, tous les témoignages que j'avais, je lui ai mis en conclusion, il est temps que vous preniez la décision d'assurer la protection des enfants pris en charge dans cet établissement. Et là,
2 ans après les révélations, hein, on est déjà à 2 ans après les révélations, Toujours rien. quand il décide de porter plainte. Il décide de porter plainte, bon, parce qu'il a dû se dire, si enfant c'est partage s'y mêle, bon, il y aura peut-être du grabuge là. Et je suis convoquée à la gendarmerie de Fort-de-France. Et qu'est-ce que le gendarme me dit? Ça aussi, c'est succulent, c'est important. Ouais. Le gendarme me dit, bon, effectivement, si on veut bien faire, si on veut que l'enquête corresponde à la réalité des faits, le procureur ne va jamais accepter, voici ce qu'il me dit, qu'une seconde enquête contredise autant une première. Parce qu'il y avait déjà une première enquête. La première par les gendarmes du Morne-Rouge. Or, le médecin psychiatre aurait déclaré effectivement que les gamines mentaient, qu'elles fabulaient. Donc, et nous, on arrive en disant le contraire. Le gendarme m'a dit clairement, monsieur le procureur ne va pas accepter qu'une seconde enquête contredise autant une première. Donc, je vous préviens, Madame de Vassoigne, ce dossier va rester dans un tiroir. Et si jamais ce monsieur a un nouveau problème, c'est à ce moment-là qu'on va le ressortir. Ouais. Mais vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et je vais vous dire qu'une des filles que j'ai revues peut-être 15 ans après, que j'ai rencontrée dans sa commune, la première chose qu'elle me dit, elle me dit, mon Viviane, foute-moi content, ouais. Où savent que monsieur un tel? Et le collègue en question habitait dans la même commune. Monsieur un tel, les carrés, moi. Il arrêtait debout devant moi, il regardait moi. Mais si il meilleur moi, je dis, son premier réflexe, quand elle m'a vu, ça a été de me dire ça. C'est quoi cette Martinique qui maltraite autant ses enfants? Donc je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, ce qui se passait souvent, M. Marajo, c'est que quand un enseignant avait ce genre de problème, on le déplaçait. On ne l'inquiétait pas plus que ça? On le déplaçait. Moi, j'ai eu des cas où le bonhomme a été déplacé pendant, je ne sais pas combien. On le déplaçait. Et au bout d'un moment, il y a quand même la Convention des droits de l'enfant, il faut qu'on en parle un petit peu. Oui, on va en parler. La Convention des droits de l'enfant de 89, ratifiée par la France en 90, à un moment, l'éducation nationale a dû se rendre compte que ce n'était pas bon, ce n'était pas possible de déplacer les gens. Il fallait intervenir et surtout, il fallait porter plainte. Mais il fallait surtout, voilà. Mais pourquoi on ne portait pas plainte? Parce que là, on raconte des histoires qui datent du début des années 90, mais ça continue. Mais ça continue. Ça continue. Mais, bon, il y a des gens qui sont... Bon, moi, je le dis très clairement parce que je l'ai vécu. Il y a des gens qui sont protégés aussi. Ils sont protégés par qui? Qui sont protégés par le système, qui sont protégés par des réseaux, qui sont protégés... vous comprenez très bien ça. Ah non, moi je ne comprends pas. Parce que les gens qui nous regardent, eux, ne comprennent pas que ça puisse exister. Il y a des gens qui sont Alors c'est quoi ces fameux réseaux qui protègent des pédophiles? Il y a des gens qui sont protégés, monsieur Marajo. Ils sont protégés par qui? Eh bien, par d'autres qui sont bien placés, qui ont les bras longs, qui ont... Vous n'avez pas peur de les dénoncer? Mais non. Eh bien, allez-y. Mais je vous dis, je ne vais pas vous dire exactement, monsieur tel. Ah non, on ne vous demande pas des noms, mais on vous demande au moins de nommer ces réseaux dont vous parlez. Non, mais je parle des réseaux même de... Peut-être bien... Il y a des moments où je me demande si ce ne sont pas des réseaux de pédocriminels. Mais vous savez que c'est tous les jours qu'on... Des réseaux de pédocriminels. Vous savez que c'est tous les jours qu'on trouve des réseaux de pédocriminels. Tout à l'heure, je vais vous donner des exemples où je me pose dans lesquels... Mais on ne va pas attendre tout à l'heure, vous allez me donner des exemples tout de suite. Parce que autant évacuer cette question-là. Alors, on va parler tout à l'heure de votre action, mais j'ai gardé pour le début cette question explosive des menaces sur les enfants. Allons parler d'une première institution qui était la Sainte Famille de Gachette. Alors, il y a des gens, Robert, qui portent au nu un prêtre qui s'appelait l'abbé Morland. Et vous, quand vous entendez, parce que vous êtes du Robert, oui. Vous êtes du Robert, les deux Vassoigne au Robert, comme les Hannibal,
ça fait partie des institutions. Ouais. Quand vous entendez des gens dire « Oh mon Dieu, l'abbé Morland, c'était quelqu'un de fantastique », vous dites quoi? Vous dites que j'étais petite, mais j'avais des oreilles. J'entendais beaucoup de femmes parler de lui. Concernant des enfants, je ne sais pas trop, mais j'entendais beaucoup de femmes parler de lui. Alors, quand les héritiers du prêtre, l'abbé Morland, gèrent la fameuse association La Sainte Famille et qu'on découvre que dans l'institution, ça se passe dans les années 2020, qu'il y a des enfants qui se sont fait maltraités, allons dire ça pour éviter de choquer l'opinion. Mais il y a malgré tout eu des viols, il y a eu des agressions sexuelles et ça datait de plusieurs décennies. Et vous le savez, ça. J'ai une élève, par exemple, concrètement. J'aime bien les exemples concrets. J'ai une élève qui revenait de Gâchette, du centre de Gâchette, qui m'a raconté qu'elle a été victime de viol collectif dans l'institution et que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Alors, ce que je veux dire, c'est que souvent, j'ai l'exemple aussi d'un collège de Martinique dans lequel une fille a été violée par 2 jeunes voyous qui avaient enjambé la barrière et qui étaient rentrés dans l'école. Le principal s'est empressé, à l'époque, de venir voir la classe. Parce que c'est un professeur qui a trouvé la fille en train de pleurer, assise sur les marches, enfin. Ouais. Et la fille a raconté ce qui s'était passé. Et lui, il allait voir son principal, tout de suite, Oui. c'est normal. Et le principal qui vient tout de suite, qui dit à la classe, surtout, il ne faut pas parler de ça. Ça risque de salir la réputation. La mère de la fille vient le lendemain, une réunion de parents, professeurs, on ne lui dit rien. Et finalement, quand la mère apprend ça, elle porte plainte. Ouais. Je suis convoquée, moi, alors justement à TV, c'est comique, je suis convoquée à la gendarmerie de Ducos, pour ne pas nommer la commune. Donc là, on a trouvé le collège tout de suite, là. Hein? Non, parce que le principal avait dit... D'abord, le représentant des parents d'élèves de l'école me dit « On veut faire passer la fille en conseil de discipline avec les garçons. » Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une victime en conseil... » La victime en conseil de discipline. Alors, il me dit « Il faut absolument que tu sois à ce conseil de discipline. » Le principal n'était pas d'accord, mais finalement, l'association des parents d'élèves a imposé ça. Donc, le principal me dit, une seule chose que je peux vous dire, rien ne doit bruiter de ce qui se dit là au niveau du conseil de discipline, dans les médias, rien du tout. Mais il se trouve que KTV avait déjà été informé de l'affaire, qu'il y avait un conseil de discipline qui devait se tenir. Ouais. Donc, aux infos de 19h... Vive les médias. Voilà. Aux infos de 19h, ATV en a parlé. Et le conseil de discipline a commencé à 18h et s'est terminé à 21h. Mais on veut porter plainte contre moi parce que j'aurais dit à ATV ce qui s'est passé. Vous avez cafeté, madame. Donc, je suis convoquée à la gendarmerie de Ducos. Et qu'est-ce qu'il me dit, le gendarme? C'est un grand Martiniquais, machin. Qu'est-ce qu'il me sort? Ah oui, mais madame de Vassoine, ce que vous ignorez, c'est que cette élève, elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des garçons. Je lui dis alors? Et moi, je lui dis, eh bien, moi aussi, sautez-moi dessus, violez-moi. Puisque si c'est un argument... C'est le critère. Bon, et finalement, cette gamine, elle a pu être défendue. Et dans beaucoup d'établissements, il fallait étouffer ces affaires-là. Quand il y avait des affaires de ce genre-là, il fallait les étouffer. C'était d'abord l'image de marque. Est-ce que, par exemple, c'est ce qui est en train de se passer au foyer de l'Espérance? Parce que, nous, on fait nos petites enquêtes et il y a des gens qui nous appellent pour nous dire il se passe quelque chose. Depuis des années, il se passe des trucs au foyer de l'Espérance. Et on vous pose la question, vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de, on va dire, d'exaction au foyer de l'Espérance? Il se passe des choses, bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ce que je peux vous dire,
c'est que j'ai eu un élève qui revenait du foyer de l'Espérance, qui était... on ne nous a rien dit, hein? On ne nous a rien dit. Il était violent. Il était violent. Il était déjà à l'âge de 12 ans en train de fréquenter des dealers. Et pourtant d'un niveau social relativement élevé. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible que ce gamin soit... Et finalement, on découvre qu'il aurait, parce que, bon, qu'il aurait été violé par plusieurs jeunes lorsqu'il était au foyer et que rien ne s'est fait. Alors, victime d'un viol collectif au foyer de l'Espérance et personne n'en a parlé. Personne. Donc, ce gamin arrive avec toute sa violence parce qu'il faut savoir que lorsque des victimes ne sont pas traitées, ne sont pas suivies, ne sont pas accompagnées, ne sont pas même... nous, on faisait l'accompagnement. Simplement. Écoutez, ça, c'est vraiment une bombe à retardement. Hein? On les retrouve dans la mangrove du Lamentin, on les retrouve des fois à l'hôpital pour tentative de suicide. C'est un carnage. C'est une bombe à retardement. Alors, on a bien vu que c'est un véritable désastre dans les institutions. Et on se demandait tout à l'heure, mais vous n'avez pas osé me donner des noms, qui protège ces criminels. Mais bon... Mais des fois, on ne sait pas. Hein? Oui. Moi-même, personnellement, j'étais en procès contre quelqu'un. Le dossier a disparu du parquet de Fort-de-France. Le procès n'a pas pu avoir lieu parce que le dossier a disparu du parquet de Fort-de-France. Et il a fallu que je saisisse le ministre de la Justice, le président de la République, etc., que je fasse une conférence de presse pour qu'on retrouve le dossier. Mais vous savez que c'est monnaie courante. Bon. Alors, allons aborder ceux qui sont peut-être au-dessus de tout ça. La violence institutionnelle, elle touche aussi les religions. Ouais. Et bon, au cours des dernières années, on a vu des cas multiples. Ce sont des centaines de milliers de personnes, de jeunes, de garçons, de filles qui sont concernés. C'est quoi votre message aux religions en Martinique? Alors, je vais vous montrer deux petites choses. Je suis catholique. L'Église en Martinique, de 3 octobre 93. Ouais, ça remonte. Ça veut dire que ça remonte. J'ai fait un dossier de 6 pages sur la maltraitance, sur l'inceste, sur alors, la prédation je vais quand sexuelle. même, les gros titres, la conspiration du silence. Pourquoi la victime garde-t-elle le silence? Pourquoi les adultes au courant gardent le silence? La justice et l'inceste. Madame de Vassoine, vous avez dû vous faire découper par l'institution catholique, là? Non, au contraire. Au contraire, c'est eux qui m'ont demandé. Oui, mais en même temps... Non, de génération en génération. Ouais. La transmission, l'enfant cible, les acteurs, les conséquences pour la victime, enfin un dossier complet. Un dossier complet qui apparemment n'a pas été lu par tout le monde. Hein? Et je n'attaque pas spécialement l'Église catholique, toutes les religions. Et là, j'ai fait la même chose parce que j'ai travaillé aussi, j'ai fait beaucoup d'émissions avec les évangélistes. Ouais. Et là, je ne sais pas, il n'y a pas de date, mais c'est en francs le prix du journal. Donc, ça fait longtemps que j'avais fait également pour groupe de presse évangélique. Or, nous avons eu un gros procès concernant un pasteur qui a été condamné à 17 ans de réclusion. D'accord? Et la seule fille qui avait témoigné pour dire que c'était un homme qui l'avait hébergé, qui était très correct, m'a appelé 1 an après le procès, en larmes, de Guyane, pour me dire, madame, on m'a fait faire un faux témoignage, mais je suis une victime aussi. Bon. Alors, Et dans l'Église catholique, je dois dire que je regardais des témoignages sur KTO, pas seulement d'enfants, de religieuses, et je dis, je suis catholique, pratiquante, tolérance zéro.
Tolérance zéro. Mais Tolérance zéro. en dépit des condamnations, en dépit des enquêtes, parce que vous vous rappelez qu'il y a une commission, l'Église catholique française avait missionné une commission qui a déclaré qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui avaient été victimes de prêtres ou de laïcs autour de l'Église catholique. Alors, concernant la Martinique, je dois vous dire que nous avons eu, concernant la Martinique, sur les 20 ans d'enfance et partage, nous avons un jour un monsieur qui est venu, qui fréquentait une église et qui fréquentait de très près le prêtre, qui le voyait tous les jours, qui est venu s'asseoir en enfance et partage pour nous dire qu'il a dans son lit un garçon de 11 ans et demi, qu'il fait ci, qu'il fait ça, etc. Donc, nous avons fait un signalement, nous avons envoyé un signalement au parquet. Nous ne sommes pas enquêteurs, nous ne sommes pas juges, mais nous avons envoyé un signalement. Et le prêtre, il avait été déplacé. Donc, chaque fois, on fait la même chose. Madame de Vassoine, gardez, comme on dit chez nous, gardez votre fil. On va marquer une petite pause, parce que là, je pense que les gens, ils n'en peuvent plus. La deuxième partie sera pire. On préfère vous en parler tout de suite et on vous dit à tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci de ne pas avoir zappé. Je sais que cette émission va en choquer ou bouleverser certains, mais je pense que c'est un travail de salubrité publique et nous avons ce qu'il faut avec nous, la personne idoine, en l'occurrence Viviane de Vassoigne. Vous nous racontiez une histoire sordide d'un prêtre qui avait un enfant de 11 ans dans son lit. Oui, alors je dois dire que ça date, c'est aux alentours des années 95. Début des années 90. Parce que nous étions encore à l'hôpital civil. Mais par contre, il y a quelques mois, j'ai entendu sur RCI un monsieur déjà d'un certain âge, dire qu'il a été victime dans son enfance de prêtre. On n'a pas dit le nom du prêtre, mais il y a eu 3 indices qui me font penser qu'il s'agit probablement de ce cas-là. Bien. De ce cas-là. Alors, bon, on a passé en revue Alors, oui, je dois juste ajouter que concernant l'Église catholique, je ne sais pas pour les autres, je sais qu'en 2021, je crois que c'est 2021, enfin, il y a eu, il y a eu la signature d'un engagement, d'un protocole pris entre l'archevêque, M. David Macaire, Monseigneur David Macaire, et la procureure de la République pour justement que ce genre d'infraction sexuelle soit mieux traité. Alors, vous êtes gentil quand vous dites infraction sexuelle. Moi, je dis crime sexuel, parce que ce sont des crimes. Non, je reprends les termes de l'accord. Bien sûr. Sur les infractions, la transmission d'infractions sexuelles. Mais nous, on est beaucoup plus sévères. Ouais. Alors, les gens vont nous dire, mais pour qui elle se prend, cette dame? C'est quoi son expérience? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut qu'on en parle. Alors, vous êtes... Déjà, excusez-moi, Monsieur Marajo, déjà, pourquoi j'ai mis en place avec d'autres camarades Enfance et Partage? Attendez, mais vous m'enlevez ça de la bouche. Ah bon. Commençons par le commencement. Vous êtes ce qu'on appelle une cireuse. Et beaucoup de femmes martiniquaises sont de votre trempe. Parce que vous commencez mal, hein. Vous commencez très très mal. Vous commencez avec un mouvement politique. À la suite des années 68, au début des années 70, vous êtes une militante et vous intégrez un mouvement politique qui s'appelle le collectif marxiste-léniniste anti-guyanais. C'est mal barré. Et vous êtes avec un individu qui s'appelle Marc Césaire. C'est le dernier fils d'Aimé Césaire. C'est celui qui avait créé... Qui était notre leader. Oui, il avait un balisier à Paris. Et il avait osé dire à son père que son balisier était pour l'indépendance. Son père l'a viré du PPM. Mais bon, quelqu'un de très très bien, Marc. Mais ce que j'ai admiré quand même chez Aimé Césaire, c'est un homme qui était extrêmement tolérant, parce que chez lui,
de son appartement parisien, nous avions une vieille Ronéo pour tirer des tracts attaquant le PPM, Parti nationaliste petit bourgeois. Et il disait, mes enfants sont libres d'avoir les opinions qu'ils veulent. Il a même mis ce type d'appareil à disposition de militants à Fort-de-France, dans la mairie de Fort-de-France, contre le PPM. Bon. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors vous, évidemment, vous participez à toutes sortes de manifestations anti-guerre du Vietnam, contre Nixon, etc., etc., contre l'invasion des colons israéliens de la bande de Gaza, etc. Exactement. Bon, évidemment, ça fait de vous une militante pure et dure, mais comment on passe d'une lutte, pas armée, hein, on va rassurer les gens, Madame de Vasson n'a jamais utilisé de Kalachnikov, elle n'avait pas d'armes. Ses armes, c'est sa parole. Comment on passe d'une résistante anti-mouvement guerrier, anti-américaine, anti-israélienne, anti-ceci, anti-cela. Je ne suis pas anti-israélienne. Non. Monsieur Maraj, non, parce que beaucoup de journalistes, quand je regarde les chaînes d'info, dès qu'on dit qu'on soutient la Palestine, c'est qu'on est antisémite. Non, vous n'êtes pas antisémite. J'ai des amis juifs, j'ai des amis, mais la situation dans la bande de Gaza, je la dénonce depuis les années 70. Et ça n'a pas changé, très clairement. Alors, comment on passe de ça, cette révolte militante, aux enfants? Parce que certains pourraient parler de grand écart. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que, bon, comme je dis, je travaillais à l'IM du Morne-Rouge et j'avais des élèves victimes d'inceste. Ouais. Bon, d'accord? Un jour, par exemple, je vois une élève arriver, mais avec bizarre, un visage, comme on dit, chiffonné. Je lui ai dit, tu n'es pas bien aujourd'hui. Elle me regarde et me dit, non, madame, ça va. Je lui ai dit, non, tu ne m'as pas me couillonné. C'était comme ça. Ouais. Parce que je lisais la détresse dans le regard. On n'avait pas besoin de parler. Les enfants ne parlaient pas encore. Je lui dis, non, tu ne vas pas me couillonner, viens me voir, on va causer. Et elle éclate en sanglots. Et elle me raconte que son beau-père rentre le soir, souvent ivre, il bat la maman, il viole la maman et ensuite il la viole. Alors moi, je lui dis, mais il faut porter plainte. Tu ne peux pas... Elle a eu le courage d'aller à la gendarmerie de Morne-Rouge. On a convoqué la maman. La maman a dit que ce n'est pas vrai, que sa fille a tout inventé. Et à l'époque, c'est pour ça que je parle de choses parfois qui sont d'une époque. Il y a eu une évolution. À l'époque, c'était la parole des parents. Ouais. Point barre. C'était même pas la parole du parent contre l'enfant, c'était la parole des parents. À partir du moment où les parents... J'ai eu encore une autre élève qui s'est retrouvée enceinte. Elle devait avoir 12 ans et quelques, enfin même pas 13 ans. Donc, enfant déficiente intellectuelle, le psychiatre a proposé aux parents une IVG thérapeutique. Et la maman qui dit, ah ouais, que sa fille traîne partout, fait que si elle s'est retrouvée enceinte à cet âge-là... Et 2 ans après, la maman quitte son bonhomme. Et elle avoue que l'enfant, sa fille, dormaient tous les 3 dans le même lit. D'accord. Tous les 3 dans le même lit et qu'en fait, sa fille était enceinte pour son bonhomme à elle. Donc, on touche le fond de manière systématique. Donc là, avec ces cas-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'on ne les croit pas? Ouais. On ne les croit pas du tout. Alors, je rentre chez moi un jour. Le hasard, je ne crois pas au hasard, monsieur Marajo, parce que ce jour-là, c'était un mauvais temps qu'il y avait sur la Martinique et on nous a libérés plus tôt que d'habitude. Donc, je suis contente, je rentre chez moi. C'était un jour où les enfants partaient à 13h et on avait réunion l'après-midi. Donc, j'arrive chez moi, j'allume ma télé, chic, et je tombe sur une émission de Christophe de Chavannes qui s'appelait Panique sur le 16.
Et à cette émission, il a invité 2 femmes, France Gublin, qui était à l'époque la présidente d'Enfance et Partage, et Carole Bouquet, l'actrice Carole Bouquet, qui était la marraine d'Enfance et Partage. Et quand je les ai entendus parler, dire « Ce n'est pas possible qu'un pays, soi-disant des droits de l'homme, comme la France, qui ait 2 enfants qui meurent chaque semaine sous les coups, que ceci, que les enfants violés », j'ai pris tout de suite l'adresse de l'association, M. Marajo. Le soir, je leur ai écrit. Je leur ai dit « Mais voici ce qui se passe en Martinique. Et moi, je ne peux rien faire, je suis impuissante. » Alors, j'aimerais bien savoir comment créer un comité Enfance et Partage. Et c'est à partir de ça que nous, on a monté le comité. Alors, moi, ce que j'ai retenu de votre histoire, c'est que non seulement vous vous êtes battu pour les enfants, vous les avez protégés, vous avez gagné un paquet de procès, vous avez fait condamner un paquet d'hommes, mais il y a 2 histoires qui vous sont restées un peu à travers la gorge. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez nous la raconter, parce que là, vous vous êtes heurté non seulement à la justice de manière générale, à un procureur et à des gendarmes, parce que des pères abusaient de leurs enfants. Et la mère essayait de dénoncer cette situation et personne ne les croyait. Alors dans un cas, vous avez gagné, dans l'autre, vous avez perdu. Non. Vous avez gagné dans les 2 cas. Non, je vais vous expliquer. Alors dites-nous. Je vais vous expliquer. Alors, je vais prendre 3 exemples concrets, mais vraiment concrets. Le premier date de 2008. Donc là, on n'est plus dans les années 95. C'est beaucoup plus récent. 2008, j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit « Mon Dieu, sa petite fille ne veut pas aller chez le papa, et car elle a raconté que la dernière fois, il y a eu des choses qui se sont passées. Elle ne veut pas aller chez son père. Le père la met nue dans le lit avec lui, qui est tout nu, qui est ceci, enfin. Donc la mère porte plainte. Elle porte plainte. Et voilà qu'on lui dit, non, la justice lui dit, le père a un droit de visite, vous ne pouvez pas vous y opposer. Alors elle me dit, mais je ne peux pas. Et le papa a décidé de venir chercher l'enfant à la Martinique. Là, le père, il est en France. Alors, je vous parle de 3 cas, comme par hasard, de femmes martiniquaises qui ont eu un enfant avec un métropolitain qui vivait là-bas. Le couple vivait là-bas. Et les femmes ont décidé de venir habiter. Parfois se réfugier. Oui, parce qu'elles-mêmes, elles étaient victimes. Parce que cette maman-là, elle était victime de violences conjugales. Elle a fui la France avec son bébé. D'accord? Le père est venu à la Martinique, a kidnappé l'enfant. Il était déjà assis dans l'avion pour partir avec le bébé. Mais toutes les plaintes de la mère, violence conjugale, classée sans suite, kidnapping d'enfant, classée sans suite, mais là, qu'elle porte plainte, parce que l'enfant lui a raconté, l'enfant avait 5 ans et demi. Ouais. Quand ça s'est passé en 2008, lui a raconté des choses. Ah non, il fallait qu'elle envoie l'enfant de force. Donc le père est venu. Et quand la maman lui a dit, tu sais que papa vient te chercher, la gamine a piqué une crise. Elle s'est roulée par terre, elle s'est arraché les cheveux, elle a hurlé, maman, sauve-moi, appelle le juge, sauve-moi. Le lendemain, l'enfant faisait de la fièvre, elle avait des maux de ventre. Donc, je lui dis, il faut l'emmener aux urgences. La première chose à faire, l'enfant est malade, il faut l'emmener aux urgences. Et l'enfant raconte au médecin des urgences pourquoi elle ne veut pas aller. Oh là là, mon Dieu, le médecin fait tout de suite un papier. Un signalement. Même pas un signalement. A dit que l'enfant est dans un état de stress absolu, qu'il faut que le plus rapidement possible, elle voit une psychothérapeute, etc. Dans les 48 heures, j'arrive à avoir un rendez-vous chez une bonne psychothérapeute qui a l'habitude de travailler avec les enfants. Elle voit la gamine. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils disent l'enfant parle, l'enfant ment, les professionnels ne se servent pas que de la parole. Les professionnels ont d'autres outils, des jeux, ils font les enfants dessiner. Voilà, des dessins ont d'autres supports pour pouvoir... Pour attester du malaise. Bon.
Et là, pour elle, c'était clair. La première fois qu'elle... Non seulement l'enfant a parlé, mais l'enfant a dessiné, l'enfant a représenté, l'enfant a fait... Donc, elle envoie directement au parquet un signalement en disant que, bon, l'enfant, effectivement, on oblige l'enfant à partir chez le père. Ça a duré de l'âge de 5 ans et demi, M. Marajo. Quand la maman a dépensé plus de 30 000 euros, parce que quand on dit que les mamans mentent, il faut savoir que c'est un coût, hein? Si c'est un mensonge, c'est un coût. Plus de 30 000 euros de frais d'avocat. Pour qu'enfin, au bout de combien d'années? Au bout de combien d'années? L'enfant devait avoir au moins 11 ans, 12 ans, enfin. Donc son père l'aurait violé de 5 ans à 11 ans. Pendant des années, on l'a obligé à aller chez son père. Quand vous dites on, c'est la justice. Et c'était un monsieur qui avait les bras longs, c'est pour ça que je vous dis. C'est un protégés. Notable. Le père est un notable dans la région. Alors ce premier cas-là m'avait déjà vraiment... Et cette gamine que j'étais restée pas mal de temps sans voir, enfin peut-être une dizaine d'années, je vois chez Leclerc, là, ça fait pas trop long. Une gamine qui m'interpelle, une jeune fille, une jeune qui femme. m'interpelle. Et puis elle me dit, tu ne te souviens pas de moi? Je dis, oh, comment vas-tu? Et la première chose qu'elle me dit, là encore, ça m'a fait penser à mon élève, la première chose qu'elle me dit, eh bien tu sais, j'ai une amie qui a le même problème que j'ai eu avec mon père, mais elle a peur de parler, comment je peux l'aider? La première chose qu'elle me dit, après 10 ans, après... Elle ne parle pas d'elle, elle souhaite apporter son aide. Elle me dit qu'il y a eu le même problème que moi avec mon père, mais elle a peur de parler, comment je peux l'aider? Voilà ce qu'elle me dit. Mais comment mais l'enfant, et je peux même vous dire, je me demande si ATV n'avait pas eu un problème avec ce monsieur-là, parce que quand il est rentré en Martinique, ATV s'est rendu au palais de justice ce jour-là, et je crois qu'on n'avait pas flouté son visage. Ah, faites attention à votre micro, ne le touchez pas. Voilà. Mais comment on fait pour rester debout après autant de témoignages accablants? Comment on fait? Alors, oui, mais c'est quoi votre ressort? Monsieur Marajo, il y a eu pire. Monsieur Marajo, il y a eu pire que ça. Allez-y. En 2017, deuxième cas, là, on se rapproche. Une enfant encore de 5 ans et demi. La maman retourne vivre en Martinique, travailler et vivre en Martinique. Elle retourne chez ses parents à elle. Et avant de rentrer, elle avait déjà porté plainte pour agression sexuelle sur sa petite fille. Et bien sûr, bon, on veut l'obliger à... Le fait qu'elle soit rentrée en Martinique, malgré la plainte pour agression sexuelle, vous savez ce qu'il y a dans le jugement qu'on envoie à la maman? La mère décide de façon unilatérale de rentrer en Martinique, ce qui prive le père de son droit de visite et d'hébergement. La résidence de l'enfant, écoutez bien, la résidence de l'enfant est donc transférée chez le père en France. Et la mère, pour exercer son droit de visite, devra payer intégralement, parce que des fois on partage. Oui. Il y a des trucs comme ça, on dit le papa et la maman se partagent le prix du billet. Intégralement, c'est écrit dans le jugement, je l'ai relu encore hier, la mère est condamnée à payer intégralement son billet d'avion si elle veut voir sa fille. Alors bien sûr, la mère n'a pas accepté ça. L'affaire a été médiatisée et comment j'ai été au courant, elle est allée à France-Antilles, elle a vu un journaliste, elle a dit il faut que les médias s'emparent de cette affaire. Et le journaliste en question lui a dit mais il faut appeler Madame de Vassoigne. Et c'est comme ça lui, il m'a appelé directement. Il m'a dit est-ce que tu acceptes de recevoir une maman et sa petite fille? Et là, ce combat-là, vous l'avez gagné. Et ce combat-là, on l'a gagné haut les mains. Mais avant de le gagner, le procureur, M. Godel, pour ne pas le nommer, il a envoyé les gendarmes chez les grands-parents récupérer l'enfant, puisque le père, la résidence, c'était chez le père. Il n'y a eu aucune compréhension de sa part, donc, aucune attendez, empathie. Non, mais il envoie des gendarmes chercher sont allés une enfant de 5 l'enfant. ans. Heureusement, elle n'était pas là. La fillette est restée cachée
je vous dis. Pendant 3 mois, la trouille au ventre, parce que chaque fois qu'elle entendait un bruit, c'était les gendarmes qui venaient la chercher. Imaginez ce calvaire pour une enfant. La trouille au ventre, elle est restée cachée jusqu'à ce qu'enfin, les parents m'appellent pour me dire « Viviane, on a gagné devant la cour d'appel de Paris. » Parce qu'avant de rentrer, la mère avait fait appel de la décision. On a gagné et ce papa peut venir en Martinique voir sa fille, mais pendant 2 heures, encadré avec un encadrement. Et bien sûr, on ne l'a jamais vu. Oui, et bien évidemment. Et le 3e cas, c'est encore pire. Je vous dis, mais là, c'est encore 2000, au début du Covid. Hein. Je ne peux pas vous dire si c'est 2019, 2020 par là. Mais enfin, bref, ça, on se rapproche. Hein. On se rapproche. Oui, non, mais bon, nous, on a des exemples de ce qui se passe aujourd'hui. On se rapproche. Donc, il y a une maman qui m'appelle et elle me dit qu'elle souhaite faire une conférence de presse parce que vraiment, on veut l'obliger à envoyer sa fille chez un papa. Alors que là, elle avait 9 ans, elle était plus grande. Alors que l'enfant a déjà tout raconté. Tout subi. Tout subi. Et je vais à sa conférence de presse. Et puis, voilà qu'on la condamne, cette maman, entendez bien, c'était la première fois que je voyais ça, pour non-présentation d'enfant, pour n'avoir pas envoyé son enfant chez le père. 9 mois de prison ferme, M. Marajo. 9 mois de prison ferme. 9 mois de prison ferme. Alors, quand j'ai entendu le verdict, je l'ai appelée. Je lui ai dit, elle me dit, alors le résultat, je lui ai dit 9 mois de prison, mais je n'ose pas ajouter ferme parce que je n'avais moi-même jamais vu ça. Je lui dis, elle me dit 9 mois de prison. Et à la fin, elle s'en sursis, j'espère. Je lui dis non. Donc elle me dit, j'arrive, attends-moi, on parlait de justice, j'arrive. Elle vient avec sa fille, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. Et elle me dit, est-ce que je peux la laisser un moment avec toi ? Parce qu'il faut que je cours à la banque, faire une nouvelle demande de prêt pour pouvoir faire appel. Ouais. Pour pouvoir faire appel de ce truc-là. Une maman qui avait un petit job d'ailleurs, qui, à cause de tout ça, a perdu son boulot. Parce qu'elle devait s'absenter trop. Donc, je reste avec la gamine et on cause. Et elle me raconte des choses, mais même si ce n'étaient pas des choses qui étaient en lien avec son père, mais j'ai noté tout de suite que dans son discours, il y avait... Elle me disait, telle chose, c'est avant que mon papa ne m'ait fait ça. Et telle chose, c'est après que mon papa m'ait fait ça. Donc, sa vie était... Centrée, séparée sur les actes avant dont elle avait été victime. Et après. Ouais. Et elle ne s'en rendait même pas compte en me parlant. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout observer. Ce n'est pas seulement la parole, machin. C'est essayer de capter les messages, de capter... Moi, je me suis dit, waouh, si elle parle comme ça, c'est que vraiment, je ne pense pas qu'elle ait menti. Je ne pense pas qu'elle ait menti, puisque c'est ce qu'on disait, qu'elle mentait. Et puis, le papa décide, mon Dieu, là encore, de venir la chercher. Quand elle apprend ça, elle dit à sa mère, je préfère mourir, je ne veux plus boire, je ne veux plus manger. Une enfant de 9 ans. Je préfère mourir. Excusez-moi. Ça vous touche? Ah oui. Le pire vient après. Elle est hospitalisée et le procureur envoie des gardes mobiles chercher l'enfant à l'hôpital avec le papa. Il ne s'agit pas du même. Non, encore. Encore un nouveau. Un autre. Ouais. Non, mais quel regard. Je peux vous dire, M. Marajo, que quand l'enfant est sorti de la chambre et qu'elle m'a lancé un regard, je n'oublierai jamais ce regard. Il y avait une telle détresse dans son regard. Je me suis dit, on ne peut pas faire ça. Je suis désolée.
Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cet enfant? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire parce que la mère m'a dit, il y avait tellement de menaces et de pression. Elle m'a dit, silence radio. Et j'ai respecté son silence. Vous comprenez? On a absolument voulu que vous puissiez témoigner parce que ça continue. Ça continue. On a une justice qui parfois fait preuve de lucidité, mais qui très souvent, alors on a un paquet de témoignages là-dessus, Oh là là. fait preuve d'une espèce de cécité totale. Et là encore, on va dire ça, les réseaux d'influence, Ouais. les gens qui ont les bras longs font une œuvre de destruction qui est terrible. En tout cas, on a absolument voulu que vous puissiez témoigner là-dessus. On va finir par une petite touche un peu plus sympa quand même. Ouais. Vous, alors je le disais, vous êtes une guerrière et on va quand même retenir de votre parcours une série à la fois de textes, une série de contributions. Allons parler de cette fameuse Convention des droits de l'enfant. Voilà. Et je pense que c'est très important parce qu'il faut des textes, il faut une base, j'allais dire juridique, on va dire ça comme ça, mais aussi politique. La politique n'est jamais très loin. Alors, la Convention des droits de l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Martinique a joué un rôle important dans cette affaire-là. On fait très court parce qu'il ne Pourquoi? nous Oui, reste très qu'une court. minute. C'est-à-dire qu'un voilier qui s'appelait le vendredi 13 a été rebaptisé, un 3-mâts, un superbe voilier, le Messager de Nantes, parce qu'il a refait la route des esclaves avec les enfants. Il est parti de Nantes avec un certain nombre d'enfants du monde qui ont été sélectionnés par Médecins du Monde, par Enfance et Partage. Il y avait d'autres associations, Handicap International, enfin d'autres associations, pour faire ce travail-là. Donc, ils sont partis de Nantes en bateau, ils sont allés au Sénégal, à Gorée. Ouais. Ils ont travaillé à Gorée avec les enfants d'Afrique et d'Asie. Ensuite, pendant plusieurs jours, ils sont venus en Martinique. Ils ont travaillé avec les enfants de la Caraïbe, les enfants d'Amérique du Sud, enfin un certain nombre de pays. Et ils ont quitté la Martinique pour aller à l'ONU, porter le fruit de leurs travaux au secrétaire général des Nations Unies. Et finalement, cette nouvelle convention a été adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989. Les enfants sont allés à l'ONU, je crois qu'ils ont été reçus le 26 août 1989. Et le 20 novembre, la convention a été adoptée, sauf 2 pays. La majorité enfin, je sais qu'il y avait les États-Unis, parce que dans la Convention, on ne doit pas condamner à mort un enfant. Quand on dit enfant, c'est jusqu'à la majorité, de 0. Et les États-Unis condamnent à mort des gamins, donc bon, ils n'ont pas adopté. Et la France a ratifié, donc il fallait, pour que la Convention soit appliquée, au minimum 20 pays qui ratifient. La France l'a ratifié en 90. Donc quand M. Bayrou, excusez-moi de terminer sur ça, quand M. Bayrou, parce que je l'ai écouté devant la commission pour Betaram, se permet de dire qu'il y a 30 ans, il y a pas mal quand on a fini par le confondre dans tous ces mensonges et tout, il a sorti « Ah oui, mais il y a 30 ans, plusieurs écoles fonctionnaient comme Betaram ». J'ai dit, mais il y a 30 ans, il y avait déjà la Convention. Il a été ministre de l'Éducation nationale de 93 à 97. On va conclure, Madame de Vassoigne. Très clairement, il y a encore du boulot. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Vous allez revenir. Aïe, bon Dieu. Comme vous dites, aïe, bon Dieu. En tout cas, merci beaucoup de ces moments d'émotion. Merci beaucoup de ce témoignage. De toute façon, je vous le dis, je serai à côté de vous pour mener le combat. Merci de tout ce que vous avez pu faire pour ces enfants surtout, pour leur maman. C'est fondamental pour leur famille de manière générale. On vous remercie, on vous soutient et on va vous réinviter pour l'épisode numéro 2. Je peux embrasser quelqu'un? Allez-y. Qui a été notre marraine depuis 90. Allez-y. Jusqu'à 2009 là, Jocelyne Béroir. Oui.
qui est une marraine formidable. On va en reparler la prochaine fois que vous viendrez parce qu'il y avait un fameux concert le 8 décembre 2009, mais on sait le 8 février. Le 8 février. Et il y a eu 2009. On va reparler de tout ça. On n'en dit pas plus. On va reparler de Merci tout beaucoup. Et nous vous disons à la semaine prochaine.